Je vous remercie d'accueillir Monsieur Joseph Jossou. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je vais d'abord remercier Sol et ma présentatrice. Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Viviane. Ce sont les deux personnes qui ont insisté pour que je puisse être parmi vous ici cet après-midi. Je tiens à leur être reconnaissant de me donner l'occasion de prendre la parole devant ce colloque. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord quelques mises en garde et précautions lorsqu'il s'agit de parler de Frantz Fanon. Au fond, comme j'appartiens quand même à un vieux monde, je vais commencer par citer Lénine. J'espère qu'on ne m'en voudra pas de le faire. Alors, dans l'État et la Révolution, Lénine dit à peu près ceci, que du vivant des grands révolutionnaires, on les récompense par des persécutions incessantes. À leur mort, on en fait des icônes inoffensives. Et il ajoute, nous étions en 1917, aujourd'hui, tout le monde est marxiste. Ne riez pas. On pourrait, juste en changeant le nom de Marx, on prendrait Frantz Fanon et on dirait qu'au fond, la vie de Frantz Fanon n'a pas été une vie de tout repos. Mais aujourd'hui, surtout ces dernières années, tout le monde est, pour ainsi dire, fanonien. Surtout dans les universités américaines, il y a un engouement pour les études postcoloniales et par conséquent, un engouement pour les études concernant Frantz Fanon. Mais la particularité de ce genre d'études, c'est de dépouiller, au fond, l'œuvre de Fanon de son tranchant révolutionnaire pour le rendre acceptable, pour le rendre accommodant à l'institution dans laquelle on veut l'introduire. Donc, il peut être important de se méfier du Frantz Fanon qu'on nous sert aujourd'hui un peu à toutes les sauces. Raison de plus pour que chacun de nous apprenions à lire Frantz Fanon pour notre propre compte, histoire d'éviter d'être de simples consommateurs d'un Frantz Fanon mâché par d'autres personnes, pour des fins qui ne sont pas nécessairement les nôtres et qui leur sont propres. C'est la première mise en garde. La deuxième mise en garde, au fond, elle concerne l'œuvre de Fanon elle-même. Frantz Fanon était un médecin, un psychiatre en plus. Puis, après, il est de nous tous. Et quand je dis de nous tous, je parle prioritairement des Noirs de façon générale, des Africains en particulier, parce que Frantz Fanon, même s'il était antillais, il se présentait aussi comme un Africain, un peu à la manière de son maître Césaire. Alors donc, il a été un des rares parmi nous à avoir franchi le seuil. Il était un des rares parmi nous auquel le franchissement du seuil ne faisait pas peur. Donc, médecin, psychiatre privilégié, directeur d'un hôpital psychiatrique à Blida, il a pris sur lui la responsabilité de passer de l'autre côté. Montrant que l'incarnation, ce qu'on appelle du point de vue christique, l'incarnation, ce n'est pas un vain mot. C'est pour ça aussi que si Frantz Fanon est populaire en Occident aujourd'hui, alors qu'on cherche de le débarrasser de son tranchant révolutionnaire, dans les milieux d'Africains, dans les milieux des Antillais, on ne parle pas beaucoup de Frantz Fanon.
parce qu'il nous renvoie à nous tous un miroir qui nous complexe jusqu'à un certain point, puisqu'il était privilégié. Rien ne l'obligeait à faire le saut qu'il a fait. Deuxième mise en garde concernant l'œuvre. Frantz Fanon a beaucoup insisté sur l'aspect psychologique de la colonisation. Cela ne fait pas de l'œuvre de Fanon un psychologisme. Et la tentation est souvent grande, voyez-vous, de réduire l'œuvre de Fanon juste à une description psychologique des conséquences du colonialisme sur le psychisme du colonisé, de façon générale. Dans Peau noire, masque blanc, Frantz Fanon prend suffisamment de précautions. Il dit, le point de départ, c'est l'aliénation économique. Le point de départ, c'est l'aliénation politique. Ce que je décris, le complexe que je décris, c'est un complexe qui résulte, c'est un complexe dérivé de la situation coloniale. Donc, mon point de départ n'est pas la psychologie. La psychologie, pour moi, c'est une conséquence. C'est important de le préciser. Donc, de la même manière que Fanon n'est pas un psychologiste, on peut dire aussi, et vous verrez pourquoi je fais le parallèle, ce malentendu est souvent d'usage aussi lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Marx. De la même manière que Fanon nous dit, mon point de départ, c'est l'économie, ce n'est pas la psychologie. On perd ça de vue et on réduit l'œuvre de Fanon à un pur psychologisme. De la même manière, Marx insiste suffisamment sur l'aspect économique des choses. Parce qu'il insiste suffisamment et un peu trop sur l'aspect économique des choses, ses lecteurs manquent souvent de nuances. Ils réduisent son œuvre à un pur économisme. Alors qu'au fond, le marxisme n'est pas un économisme. Dans un petit texte d'Engels qui s'appelle « Le socialisme des juristes », publié dans un ouvrage qui a pour titre « Sur la religion », Engels précise ceci, et c'est capital. Il dit « C'est Marx et moi-même qui portons la responsabilité de ce que beaucoup de lecteurs accordent de l'importance au côté économique des choses en lisant notre œuvre. Mais c'est parce que dans le combat que nous avions à mener, nous étions souvent obligés d'insister sur un aspect des choses et nous n'avions pas le temps de marquer les nuances. Et il ajoute dans le même texte, lorsqu'on passe de la théorie à la pratique, les choses changent du tout au tout. Engels. En dehors de cette mise au point théorique, la vie même de Marx et d'Engels témoigne de ce que ils n'ont jamais privilégié l'économisme dans leur lutte, puisqu'il faut une conscience pour se battre. Et cette conscience-là, toute l'idéologie allemande, est le travail d'un règlement de compte avec leur propre conscience, d'autrefois. Ensuite, il faut un engagement politique. Et l'économie ne se crée pas de façon automatique, cet engagement politique-là. Alors, donc, voilà les deux précisions que j'aurais aimé faire pour qu'on ne réduise ni pas l'œuvre de Frantz Fanon à un psychologisme. Et si on est tenté de le faire, on verra que sa vie elle-même, pratique, indépendamment de ce qu'il a écrit, témoigne plutôt d'un engagement marqué qui ne se réduit pas seulement aux effets psychologiques. Voilà. Maintenant, revenons à nous. Pourquoi particulièrement Frantz Fanon
Parce que, au fond, Frantz Fanon, c'est de nous qu'il parle. Je veux dire d'abord le noir de façon générale. Le noir qui, selon Fanon, n'existe pas en réalité. Frantz Fanon écrit quelque part dans Peau noire, masque blanc, le noir n'existe pas. Le noir est une création du blanc. C'est important. Alors, donc, quand il parle, Fanon, il parle du noir en tant qu'il a été, en tant qu'il est une création du blanc. Il parle de l'Africain, de l'Antillais, en tant qu'ils sont, en tant qu'ils ont été de pure création du blanc. Et le point de départ de sa réflexion, comme le point de départ de beaucoup de gens de sa génération, c'est la tempête qui s'est abattue sur l'Afrique au tournant du 16e et des 15e et 16e siècles. D'abord, les navigateurs occidentaux, on les a appelés explorateurs, même si sur le fond, ce n'est pas une curiosité scientifique qui les a poussés à se diriger vers l'Afrique. Alors donc, une tempête s'est abattue sur l'Afrique. On peut l'appeler la malédiction de Colomb, comme on peut dire la malédiction de la traite négrière. C'est le premier point de la tempête. Le deuxième point, c'est la colonisation qui a suivi la traite négrière. Donc, au fond, quand on dit habiter la tempête, nous savons ce que c'est. Habiter le monde par gros temps. Nous autres, Africains, nous savons ce que c'est. Nous sommes en permanence dans l'œil du cyclone. Et il suffit de jeter un regard sur la littérature africaine d'expression étrangère. Je m'en tiendrai ici à la littérature française et à la littérature anglaise. Les titres même témoignent du gros temps qui s'est abattu sur l'Afrique et sur ses excroissances, les Antilles, les Amériques noires, etc. Les titres, dis-je, témoignent du gros temps. Il suffit de voir Nazi Boni, c'est Crépuscule des temps anciens. Seydou Badian, c'est Sous l'orage. Chinua Achebe, c'est Le monde s'effondre, etc., etc. Alors, quand le monde s'effondre, ce n'est pas seulement le monde culturel, ce n'est pas seulement les structures de nos sociétés qui se fondent, c'est aussi le psychisme du noir, de l'Africain, et par conséquent aussi de tout coloniser. C'est l'intérêt pour nous ici de parler de Frantz Fanon. C'est le psychisme qui est complètement désarticulé, qui se trouve comme dans une impasse. Cette impasse-là, la plupart des romans africains témoignent aussi de cette impasse. Nous avons déjà parlé de la tempête, mais la tempête, elle provoque une impasse. Si vous prenez l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, le héros dit à peu près ceci. Nous autres, étudiants noirs, il parlait de lui-même et il parlait des gens de sa génération qui sont allés étudier en Europe. Notre sort, disait-il, est pareil à celui de l'estafette. Nous ne savons jamais si nous arriverons au bout de notre itinéraire. Et il ajoute, il arrive que nous soyons pris en chemin dans une espèce de dilemme qui ne nous permet plus de savoir si nous sommes des Africains distincts face à l'Occident distinct. Nous nous installons dans l'hybride et nous ne parvenons pas
à nous en sortir. Voilà la conséquence de la tempête telle que ça s'exprime dans le psychisme du colonisé de façon générale. Il ne sait pas quoi choisir. Un peu comme l'âne de Buridan, il tourne autour de lui-même. Il manque de point d'appui parce qu'il n'est déjà plus un Africain. Il est parti des traditions qu'il a jugées, qu'il a abandonnées. Mais il n'est déjà plus un occidental réel. Du coup, en l'absence d'assises, il vit dans l'air. Tout simplement. Voilà la situation. Et c'est cette situation-là que Fanon a décidé de prendre à bras le corps. Au fond, ce qu'il essaye de faire, c'est de descendre dans les cales, dans les sous-sols, pour voir ce qui se passe sous le crâne de colonisé. Tempête sous un crâne. Les carnets du sous-sol, ça vous fait penser à Dostoïevski. Voilà, c'est ce que Frantz Fanon essaye de faire. Parce qu'il est convaincu que toute critique doit commencer par la critique de cette aliénation-là, l'aliénation mentale. Et même si l'aliénation est d'abord principalement un fait économique, l'aliénation culturelle vient en support à l'aliénation économique. Elle finit même sur le fond par se détacher de cette aliénation économique-là et elle se nourrit d'elle-même, l'aliénation culturelle. Il suffit de regarder le portrait que Fanon dresse du colonisé dans Peau noire, masque blanc. Alors, voilà à peu près ce que Frantz Fanon décide de faire. Mais avant Frantz Fanon, il peut être important de rappeler comment, du point de vue psychique, le problème a commencé. En même temps que l'Occident envahit nos territoires, en même temps commence une question lancinante que nous n'avons jamais fini de nous poser sur nous-mêmes. C'est la question, comme dirait un de mes maîtres de Dakar, Mamboussé Diagne, c'est la question d'Hamlet de la philosophie africaine. Est-ce que nous existons? Est-ce que nous sommes des êtres humains? Alors, à cette question, la réponse de l'Occident est brutale, sèche, nette. L'Occident, en effet, a une conscience suffisamment exigeante de son humanité, au point où il met tout autre type d'humanité dans l'alternative de se soumettre ou d'être disqualifié comme tel. Il suffit de lire un peu Montesquieu des Lettres persanes. Je cite: « Mais si quelqu'un par hasard apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. Ah, monsieur est persan. C'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être persan ?» Fin de citation. Voilà le premier sens de la question d'Hamlet. Est-ce que l'autre existe? La réponse à cette question intolérante dans les Lettres persanes que Montesquieu voulait dénoncer, la réponse à cette question, c'est que l'autre n'existe pas. Au pire, disons au mieux, l'autre est un être extraordinaire. Pour le public européen d'alors, l'humanité cessait aux frontières de l'Europe. Le persan ne pouvait au mieux que faire rire,
au pire inquiété. Et le stratagème a été chaque fois payant. Nous autres Africains, nous avons connu aussi cette dialectique qui est le point de départ de notre aliénation. Le véritable piège d'enfermement de toutes les questions que nous aurons à nous poser sur nous-mêmes. Je cite Fanon dans Peau noire, masque blanc. « Tiens, maman, voilà un nègre. » L'étonnement, l'inquiétude feinte de l'Occident sur le caractère avéré ou non de notre humanité ont leur envers qui est l'inquiétude, celle-là bien réelle, du colonisé, d'être accepté, reconnu ou rejeté par l'Occident. Alors, si je passe par là, ce n'est pas pour insister sur l'impérialisme, ni sur l'impérialiste. C'est pour insister davantage sur l'effet qu'il fait sur nous. Il pose la question de notre humanité et cette question qu'il se pose et à laquelle il a déjà répondu avant même de l'avoir posée, cette question-là devient une inquiétude pour nous-mêmes. Et nous nous mettons à nous demander si nous existons vraiment. Et lorsque nous nous posons la question, nous n'avons pas d'autre solution que celle qui nous pousse à être acceptés, à être reconnus comme tels par l'occidental. Il fallait donc savoir si nous pouvions prétendre ou accéder à cette humanité dont l'Occident a décidé de nous fermer la porte. Et comme on pouvait s'y attendre, la question a été traitée en termes d'adéquation entre le colonisateur et nous, entre ses valeurs et les nôtres. C'est terme à terme que l'opposition s'est structurée entre son humanité et notre barbarie présupposée, de sorte qu'on a fini par établir un fossé devenu infranchissable entre le blanc et nous. Il me paraît futile de faire ici l'inventaire des attitudes et des comportements auxquels la manière, somme toute manichéenne, de traiter la question de notre identité a donné lieu. Il suffit de lire Frantz Fanon et il donne une description assez précise de ces différents comportements. Là-dessus, Frantz Fanon a dit des choses d'une grande puissance de pénétration. C'est avec l'ardeur, je cite, et la ténacité du naufragé que beaucoup se ruèrent sur la culture imposée après avoir jugé, condamné et abandonné leur mode de vie traditionnel. Quelques exemples. Dans Peau noire, masque blanc, et puisque nous sommes au Québec, Frantz Fanon montre que l'aliénation linguistique est un des piliers principaux de l'aliénation, de façon générale. C'est Georges Pompidou, je crois, qui disait que qui perd la langue perd tout. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de décréter que nos langues n'étaient pas des langues. Je n'entrerai pas ici sur toute la dialectique qui fonde la séparation entre dialecte et langue. Et si l'histoire de cette dialectique-là vous intéresse, vous pourrez lire un ouvrage très intéressant de Jean-Louis Calvet qui s'appelle « Linguistique et colonialisme, essai de glottophagie ». Donc, ainsi s'est dessiné à grands traits l'horizon mimétique marqué par un profond désaveu de soi dans lequel s'est toujours déployée notre culture, c'est-à-dire la conscience que nous avons de nous-mêmes et des autres. Horizon mimétique, désaveu de soi. Par exemple, Frantz Fanon montre, dans Peau noire, masque blanc, que la plupart des femmes antillaises n'ont qu'un rêve, épouser l'Européen, et pas n'importe quel Européen, l'Européen de France, qui va les sortir de la noirceur. Elles ont pour principal leitmotiv, pour principale préoccupation, la nécessité de blanchir la race, dit Frantz Fanon. Ensuite, Frantz Fanon montre
que l'Antillais qui a fait un tour en France, quand il revient aux Antilles, l'effort constant qu'il fait vis-à-vis de ses compatriotes, c'est d'abord de constater qu'il fait trop chaud ici, qu'il a hâte de retourner en métropole. Ensuite, qu'on ne parle pas bien le français parce que le complexe linguistique est un des complexes fondamentaux du colonisé. Et le culte du bon français dans les milieux colonisés d'Afrique est un culte largement partagé. Parce que le français, c'est-à-dire la langue de l'autre, qui n'a pas le même statut au Québec que dans nos pays d'Afrique, la langue de l'autre devient un instrument de promotion sociale, un instrument qui permet de sortir de soi, de s'aliéner complètement. Parce que, et Frantz Fanon le précise, une fois encore dans Peau noire, masque blanc, lorsqu'on parle une langue, c'est un monde qu'on assume. Heidegger disait, en parlant une langue, on habite le monde. Et ce que je répète régulièrement à mes étudiants, je leur montre ma langue au sens biologique, au sens physiologique. Et je leur dis, je sens le goût du monde, le goût des choses avec cette langue-là. Et je leur répète, c'est exactement la même chose. La langue que nous parlons du point de vue linguistique, elle a le même rôle, la même fonction que notre langue au sens physiologique. Elle nous permet de donner du goût aux choses. Elle nous permet d'habiter le monde. Et je leur dis, dès qu'on nous enlève physiologiquement notre langue, nous n'avons plus de contact avec le monde. De la même manière, dès qu'on nous enlève notre langue au sens linguistique du terme, nous ne pouvons plus sentir le monde. Nous ne pouvons plus l'habiter. Nous ne pouvons plus le penser par nous-mêmes. Ce n'est pas seulement le chant profond qui est censé monter de nous, qui est tu lorsqu'on nous arrache notre langue. Ce chant profond, pour parler comme un poète sénégalais Diop, ce chant profond est tout simplement tué. D'où tout le développement que Frantz Fanon fait sur l'aliénation linguistique dans Peau noire, masque blanc. Et mon maître, Paulin Moutonji, qui est un des philosophes africains les plus remarqués, son premier texte de philosophie, il l'a consacré sur le complexe linguistique, au complexe linguistique chez le colonisé. Le texte s'appelle « Charabia et mauvaise conscience chez l'intellectuel colonisé ». Et il peut être intéressant de voir à quel point on préfère parler encore le charabia, c'est-à-dire le mauvais français, que de parler notre langue à nous. Parce que cette langue-là, la nôtre, nous décivilise, alors que la langue de l'européen, même mal parlée, nous introduit en humanité. Alors, même dans nos efforts, suivez-moi, et c'est important, pour montrer à quel point l'effet colonial est important sur nous, et c'est sur tous ces effets-là que Fanon insiste dans Peau noire, masque blanc. Même dans nos efforts les plus extrêmes pour nous affranchir de cette aliénation, nous sommes restés prisonniers du miroir déformant que nous tend l'Occident. Ce qui fait qu'un de nos penseurs, un de ceux que nous considérons comme les plus rigoureux en Afrique, Cheikh Anta Diop, a pu écrire, je cite, « Prêtez bien attention. Le berceau méridional conféré au continent africain, en particulier caractérisé par la famille matriarcale, la création de l'État territorial par opposition à l'État cité arien, l'émancipation de la femme dans la vie domestique, la xénophilie, le cosmopolitisme, une sorte de collectivisme social ayant pour corollaire la quiétude allant jusqu'à l'insouciance du lendemain, une solidarité matérielle de droit pour chaque individu qui fait que la misère matérielle et morale
est inconnu jusqu'à nos jours. Il y a des gens pauvres, mais personne ne se sent seul. Personne n'est angoissé. Dans le domaine moral, un idéal de paix, de justice, de bonté, un optimisme qui élimine toute notion de culpabilité ou de péché originel dans les créations métaphysiques et religieuses. Fin de citation. Au fond, de la même manière que l'Occident a dit que nous n'existons pas, l'Occident a gâté l'œil que nous jetons sur nos propres cultures. Nous sommes obligés chaque fois d'affirmer le contraire de ce que l'Occident a dit de nous. Ainsi, Cheikh Anta Diop, qui est un de ceux qui se sont battus pour la valorisation de la culture des Noirs, est obligé, malgré tous ses efforts, de se sentir jusqu'à un certain point redevable du regard déprécié que l'Occident jette sur nous. Puisque l'Occident dit que nos cultures ne sont pas bonnes, nous allons dire qu'elles sont bonnes. Du coup, tout se passe comme si il n'y a pas de misère dans nos sociétés. Il est possible que le type de société que Cheikh Anta Diop décrit, il est possible qu'elle ait pu exister. Mais si elle a pu exister chez nous, elle a pu exister aussi ailleurs. Mais au moment où Cheikh Anta Diop écrivait, je ne suis pas sûr que l'Occident n'a pas encore suffisamment déstructuré nos sociétés au point où la solidarité elle-même a disparu pratiquement de nos sociétés. Donc, même nos penseurs les plus rigoureux ont été pris au piège du miroir déformant que l'Occident nous a tendu. C'est Jean-Paul Sartre qui dit « Puisque dans notre race, nous sommes attaqués, nous sommes obligés de défendre la race. La race nous est lancée comme une injure. Nous ramassons l'injure et nous l'assumons. » C'est bien Cheikh Anta Diop, un de nos penseurs les plus originaux, et dont nous considérons le génie comme une sorte d'évidence sensible, qui a écrit les lignes que j'ai citées plus haut. Sans doute a-t-il voulu montrer que les sociétés africaines que l'Occident a rencontrées sur son chemin étaient parfaitement structurées et que leurs différentes composantes vivaient dans une certaine coexistence pacifique. Mais l'énumération n'en reste pas moins surréaliste. Il ne s'agit pas ici de contester aux Africains certains des traits culturels qui pourraient les caractériser, mais d'attirer l'attention sur ce jeu dangereux des oppositions qui ont pour effet de nous infantiliser. Parce que, au fond, ce que l'impérialisme a fait, c'est de dire tout simplement que le nègre est resté toujours proche de la nature. En fait, que le nègre est insouciant, qu'il est musclé, qu'il est exhibitionniste. Mais là-dessus, Frantz Fanon a répondu de façon claire. Au point où il n'est pas nécessaire, pensait-il, de prendre la défense de la race. Frantz Fanon a dit, le blanc qui dit que le noir est un enfant s'infantilise lui-même. Puisque Frantz Fanon ajoute, le regard qu'il jette sur le noir en l'infantilisant, c'est le regard d'un garçon de 8 ans, dit Frantz Fanon. C'est l'imaginaire d'un enfant de 8 ans que le blanc qui déprécie le noir jette sur le noir. Du coup, Frantz Fanon renvoie la négritude et l'impérialisme dos à dos. Vous dites que nous sommes des enfants. Le discours même que vous tenez là est un discours d'enfant. Parce que si vous étiez plus adulte, plus mature intellectuellement, vous auriez le sens des nuances. Vous constateriez que vous ne pouvez pas décrire de façon aussi grossière toute une histoire et toute une culture. Voilà comment Fanon règle le problème de la dépréciation de nos cultures et de notre être dans le monde, pour parler comme Senghor, par l'impérialisme. On finit
pas croire à force de les répéter que dans l'Afrique de la rencontre avec l'Occident, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un Dieu mathématicien a pu a pu présider à la naissance de l'Afrique. Tout le monde était en harmonie avec tout le monde et les femmes parfaitement émancipées y vivaient en synthèse avec les hommes. Les femmes africaines elles-mêmes apprécieront. Il n'y aurait eu ni inquiétude ni angoisse dans cette Afrique-là. On ose à peine se demander si on y tombait malade et surtout si on connaissait la mort. Même Spinoza, ardent défenseur du philosopher pour philosopher, savait qu'on ne peut pas faire l'économie de l'angoisse que provoque chez l'homme la tension entre la vie et la mort. Et quand Spinoza lui-même philosophait, il le faisait pour dire son angoisse devant la mort ou pour chanter son hymne à la vie. Donc, on ne peut pas dire que dans notre société, il n'y avait aucune angoisse. Et si effectivement il n'y en avait aucune, il devrait en avoir au moins une, celle de l'angoisse face à la mort. Alors, donc, ce qu'il faut faire, et c'est ce que Fanon essaye de faire, c'est de mettre en garde le colonisé contre le piège de la différence. C'est ce que Paulin Outangi appelle le piège de la différence. Et c'est ce piège de la différence-là dans lequel l'Occident a voulu nous enfermer. Et en nous enfermant dans le piège de la différence, ce que n'importe quel géographe ordinaire peut constater, à savoir qu'il y a différentes cultures dans le monde, est transformé en histoire, en essence, est transformé en destin. Nous ne pouvons plus sortir de nous-mêmes. Et Hegel est le premier à l'avoir thématisé. Les Noirs ne sont pas capables de risquer leur vie pour la liberté. C'est pour ça que même l'indépendance, c'est de l'extérieur qu'on nous l'apporte. Cette indépendance que je vous apporte, c'est ainsi que s'exprimait le roi Léopold de Belgique dans une saison au Congo de Aimé Césaire. Cette indépendance que je vous apporte. Au fond, il peut arriver qu'effectivement, le colon ait fait en sorte que le colonisé ait peur, effectivement, de l'indépendance. Nous autres Québécois, nous le savons mieux que n'importe qui. C'est le confort et l'indifférence. Frantz Fanon marque quelque part dans Peau noire, masque blanc, que dans les hôpitaux psychiatriques, il arrive que lorsqu'on vient annoncer à certains malades qu'ils vont quitter l'hôpital dans quelques jours, ils tombent dans la rechute. Tout simplement parce que ce que fait le colonisateur, c'est de cultiver la peur de l'indépendance chez le colonisé. Et cette peur-là, sur laquelle Fanon insiste, de son point de vue de psychiatre, un philosophe stoïcien, Épithète, dans son manuel, a déjà parlé de ça longtemps avant. Épithète lui-même était un esclave. Et il a constaté dans sa chair que lorsque vient le moment de la liberté, l'esclave a toujours peur. Pourquoi a-t-il peur? Parce que tout simplement, pendant qu'il était esclave, le maître règle tous les problèmes pour lui. Le maître nourrit, le maître loge, le maître habille. Mais la contrepartie de ce que le maître assume là, l'esclave ne veut pas l'assumer, dit Épithète. De telle sorte que chaque fois qu'on le libère, il est souvent tenté de retourner à la maison du maître. D'où on peut dire que Frantz Fanon a parfaitement raison. Le premier travail que nous avons à faire, c'est un travail de coupe, de découpe anatomique. Notre cerveau, là, nous devons le prendre,
le diviser en morceaux pour voir quels sont les mécanismes incrustés dans notre cerveau par une longue domination ces mécanismes faisant en sorte que même l'idée de nous libérer est une idée devenue difficile à assumer. Et lorsqu'on est colonisé ou néocolonisé africain, c'est tous les jours que nous expérimentons ça. Lorsque la campagne pour les indépendances en Afrique a eu lieu dans les années 58, la plupart de nos dirigeants disaient que nous ne savons même pas fabriquer une aiguille. Pourquoi nous allons vouloir être indépendants? Pourquoi nous allons vouloir être indépendants alors que nous ne savons pas fabriquer une aiguille? Parce que, et c'est Joseph Kizerbo, historien catholique burkinabé, parce que pour eux, l'indépendance se pose en termes d'avoir, jamais en termes d'être. Or, c'est en termes d'être qu'il faut d'abord poser la question de l'indépendance. Et c'est ce que Fanon nous dit. Ce n'est pas en termes d'avoir, c'est en termes d'être. C'est en termes de capacité à s'assumer comme être humain individuel, sachant, et je cite Frantz Fanon, que la vie n'est pas un spectacle. L'autre dirait que la vie n'est pas un dîner de gala. Et parce que la vie n'est pas un dîner de gala, parce que la vie n'est pas un spectacle, la question de l'indépendance, c'est d'abord celle de notre capacité à nous prendre en main, à nous assumer. Et Frantz Fanon, qui était particulièrement optimiste de ce point de vue-là, a dit « Le destin du névrosé se trouve dans ses mains. Ce n'est jamais quelqu'un d'autre qui va libérer le névrosé de la névrose. » Et ce que Frantz Fanon a dit particulièrement, c'est que la colonisation est génératrice de névrose. Et cette névrose-là, personne ne peut la guérir pour le coloniser. C'est d'abord lui-même qui doit prendre conscience de ce que le colonialisme non seulement décivilise, mais déshumanise. Il déshumanise celui qui est colonisé, mais il déshumanise en même temps le colonisateur lui-même. Je l'ai déjà dit tout à l'heure à propos de enfants et enfants. Donc, l'enjeu véritable de l'indépendance, c'est comment sortir de l'enfance. Comment sortir de l'enfance? De ce point de vue, ce n'est plus de l'enfance du pédiatre dont il s'agit. Ce n'est pas de l'enfance du psychologue non plus dont il s'agit. L'enfance ici, c'est, pour parler comme Kant, c'est l'absence de majorité. C'est l'incapacité à réfléchir par soi-même. Et Kant a des exemples bien précis. J'ai parlé tout à l'heure d'Épithète, mais Kant reprend jusqu'à un certain point Épithète qu'il ne cite pas. S'il y a un nutritionniste qui peut s'occuper pour moi de ce que je dois manger et de comment je dois manger, il ne me rend aucun service. Il m'empêche de penser à ce que je vais manger et à ce que je mange par moi-même. Et c'est ce que le colon a essayé de faire pour nous. Et ce thème de l'enfance est un thème récurrent de l'histoire de la philosophie. Ceux qui sont habitués un peu au texte de Platon, il suffit de prendre le Timée de Platon, l'Égyptien, c'est-à-dire une tradition du continent d'où je viens, qu'on ne reconnaît pas toujours, l'Égyptien, qu'on appelle l'étranger dans le Timée, dit aux Grecs, vous autres Grecs, vous serez toujours comme des enfants. La philosophie grecque est un effort pour récuser la parole de l'Égyptien. Nous sommes des enfants, c'est-à-dire nous sommes mineurs, nous avons besoin d'apprendre de l'autre,
Mais nous ne serons pas toujours des enfants. Ce que les Grecs font, ils se mettent à l'étude des Égyptiens. Ils se mettent à l'étude des civilisations qui les entourent. Et à supposer même qu'ils n'ont pas créé la philosophie, ils l'apportent à un niveau inégalé. C'est ce que ça signifie aussi, sortir de l'enfance. Sortir de l'enfance, c'est se prendre en main intellectuellement. Et j'aimerais finir en disant que la leçon de Fanon sur ces questions-là reste d'une actualité brûlante. Et je prendrai quelques exemples historiques. Mon point de vue, c'est que nous soyons battus ou que nous soyons vainqueurs, nous avons toujours à penser notre défaite et nous avons toujours à penser notre victoire. Le refus de penser la défaite est le vrai problème du colonisé en général. Le refus de penser la défaite, de la peser dans toutes ses dimensions. Et c'est ce que Fanon fait du point de vue du psychiatre qui est le sien. Il pense la défaite. Il descend, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les cales, dans les souterrains, pour voir comment, même dans nos sécrétions les plus intimes, le colonialisme fait effet. De ce point de vue-là, nous avons encore à lire et relire Fanon aujourd'hui. C'est Nietzsche qui, alors que la Prusse venait de battre la France en 1870, la naissance de la tragédie, alors que tous les Allemands exultaient, Nietzsche considérait que cette victoire-là était une défaite et qu'elle portait les germes d'une défaite beaucoup plus grande à venir. Mais les Allemands, et ça c'est dans la généalogie de la morale, les Allemands, disent-ils, il manque aux Allemands une capacité essentielle pour la compréhension de mes œuvres. Il leur manque d'être comme des vaches, c'est-à-dire d'être capables de ruminer. Ils ne sont pas capables de comprendre, en ruminant, que la victoire peut être porteuse d'une défaite. Et les Allemands ne sont jamais devenus des vaches, n'ont jamais été capables de ruminer jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Mais en même temps que Nietzsche considérait la victoire sur la France comme une défaite à venir, en même temps les Français considéraient la défaite de la France comme la nécessité de se mettre à l'école de l'Allemagne. C'est ainsi qu'il y a eu une crise allemande de la pensée française. La plupart des réformes morales et intellectuelles, je pense ici à Renan, ont eu lieu avec et à cause de la défaite face à la Prusse. Et si on prend la Deuxième Guerre mondiale, l'étrange défaite, la défaite que nous n'attendions pas. Toute défaite est toujours étrange. Si on ne s'avoue pas vaincu avant le combat, toute défaite est toujours étrange. Donc, exige de nous que nous ayons à la penser pour nous l'approprier, pour la maîtriser. Parce que si nous ne maîtrisons pas la défaite, si nous n'avons pas une pensée de la défaite, nous ne serons pas en mesure de penser correctement l'indépendance. Voilà la leçon essentielle que Fanon a voulu nous donner. Et c'est cette idée-là que j'ai voulu partager avec vous cet après-midi en espérant que nous aurons le temps d'en discuter. Merci. On va pouvoir prendre quelques questions, mais encore une fois, je vous inviterai à vous tenir à garder vos questions de façon très succincte.
Merci beaucoup, Joseph, pour cette conférence vraiment intéressante. Je pose une question simple, mais comme il n'y a personne d'autre, je vais faire un commentaire. Non, c'est pas vrai. Ce que vous avez dit à un moment donné où, justement, vous disiez, en 58, les dirigeants africains disaient « on n'est pas capable de produire de se gouverner soi-même », bref. Mais c'est drôle, ça me fait penser à ce que disait des fois, comment il s'appelle? Jean-René Dufort, d'Infoman. Quand on lui demande ce qu'il pense de l'indépendance du Québec, il dit « les Québécois gèrent deux choses ». Bon, il grossit l'affaire, mais la santé et l'éducation, c'est des choses qui vont extrêmement mal. Imaginez s'ils géraient tout. C'est la pensée du colonisé. Ça me faisait penser directement à ça. Mais ma question, c'est, est-ce que vous avez évoqué à un moment donné le colonisé et le néocolonisé? Quelle distinction faites-vous entre les deux? Alors, intéressant. Merci pour la question et la première observation. Je prends acte de la pensée du nymphomane. Voilà. Alors, au fond, l'impérialisme, pour bien comprendre le colonialisme et le néocolonialisme, je vais utiliser l'image suivante. Au fond, l'impérialisme a d'abord une forme directe. C'est des militaires qui débarquent pour soutenir l'économie en difficulté en Europe. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la défaite de la France face à la Prusse. Au fond, ce que je n'ai pas dit, c'est que le colonialisme français naît de cette défaite-là, comme phénomène de compensation face à la Prusse. Les premiers militaires, les gens de l'Ancien Régime, semble-t-il, ne voulaient pas de la colonisation. Mais à partir du moment où l'armée française a été défaite face à la Prusse, les militaires français sont allés chercher une compensation en colonisant l'Afrique. Évidemment, ce n'est pas le seul motif, mais il y a ce motif psychologique-là pour rester fidèle à Fanon. Mais le néocolonialisme, ce n'est pas compliqué. C'est l'indépendance d'abord formelle que le colonialisme donne à nos pays. Si vous prenez les pays d'Africains, ils ont tous les attributs de l'indépendance. Ils ont un État qui n'existe pas dans la réalité, mais qui existe formellement. Ils sont représentés aux Nations Unies, même si leurs votes sont souvent commandés et téléguidés par les puissances occidentales. Alors, le néocolonialisme, c'est le fait d'organiser la guerre civile à l'intérieur du pays. Parce qu'au fond, quand le colonialisme gérait directement, même les aristocraties africaines, qui, jusqu'à un certain point, opprimaient leur population, étaient devenues certaines aristocraties là étaient devenues patriotes. Puisqu'au fond, elles se mettaient sur les intérêts du territoire, du pays à défendre. Du coup, on a les mêmes intérêts qu'elles, ces aristocraties-là. Mais lorsque le colon se retire formellement, il met en place des dirigeants qui sont nos compatriotes. Mais sur le fond, ces dirigeants-là sont aussi dangereux, sinon plus, que le colon. J'ai un beau texte de Babeuf, c'est une lettre à sa femme. Il dit « Nos maîtres nous ont rendus barbares parce qu'eux-mêmes, ils ne l'étaient pas suffisamment civilisés. Nos maîtres nous ont rendus barbares parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas suffisamment civilisés. » Alors, ce que la néocolonie fait, c'est qu'elle permet à la métropole occidentale impérialiste de se retirer formellement et d'organiser la guerre civile à l'intérieur du pays. Si vous regardez la plupart des pays africains, c'est des guerres civiles larvées ou ouvertes qui minent ces pays-là. Mais les tireurs de marionnettes
sont à l'extérieur. Donc, pour terminer, je dirais qu'au fond, le néocolonialisme fait de nos dirigeants de simples marionnettes, tout simplement. J'aurais une question pour Joseph. Merci beaucoup pour cette présentation sur Frantz Fanon, super éclairante. Mais justement, là, puisqu'on est au Québec et que toi-même, tu as vécu depuis de longues années au Québec, parce qu'au fond, toute ta présentation, elle fait penser à ce fameux livre, quelque part, de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique. Mais justement, quelle forme prendrait ce poids de la colonisation, selon toi, au Québec aujourd'hui? Puis comment on pourrait lutter contre ça? Ou comment peut-être aussi on pourrait l'utiliser pour toute cette réflexion qu'on a ensemble pour avoir un discours sur l'indépendance du Québec qui tienne compte de cette dimension? Merci, Pierre. Écoute, d'abord, sur l'ouvrage de Vallière, Nègre blanc d'Amérique. Je n'insisterai pas beaucoup là-dessus. Fanon, dans Peau noire, masque blanc, dit, il se méfie des comparaisons. Bien sûr, la comparaison est utile. Mais, c'est comme toute analogie, elle porte ses propres limites. Parce que ce qu'il faut d'abord, l'analogie part du fait qu'au fond, l'autre vit la même situation que nous. Mais la situation que vit l'autre n'est pas exactement la même. Fanon parle du juif et du noir, dans Peau noire, masque blanc. Il dit de ne pas confondre, parce que au jeu des comparaisons, on connaît tous les dangers, surtout dans un pays comme la France aujourd'hui. Il y a la concurrence des oppressions. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, c'est important de mettre en garde contre ce danger-là lorsqu'on compare. Lorsqu'on compare, on fait le pari que nous avons une même humanité que l'autre, que nous vivons dans les mêmes conditions que l'autre. Mais le nègre blanc d'Amérique, c'est dans la grande transformation de Cal Poulain que j'ai vu qu'en réalité, c'est une expression qu'on utilisait d'abord au sujet des Polonais en Europe. C'est les Polonais qui étaient considérés comme des nègres blancs d'Europe. C'est important, ça. Du coup, ce que Vallière fait, il transpose la situation du nègre blanc d'Europe, le Polonais. Il lie la situation du Québec à travers la situation du Polonais d'abord, ensuite et secondairement par rapport à la situation du nègre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est nègre blanc? On peut être tenté de dire, au fond, nous aussi, nous sommes colonisés comme le noir l'est. Mais moi, ça me permet de constater que le nègre est devenu comme le paradigme de l'oppression. C'est d'abord le premier élément que ça rappelle ça. Le nègre, être noir, c'est le paradigme de l'oppression. Donc, quand on dit de quelqu'un qu'il est noir, ça veut dire qu'il est le prototype de l'oppression. Et c'est d'abord comme ça que j'ai toujours compris ce que Vallière a voulu dire. Et de toute façon, Vallière, comme beaucoup d'autres, et je commence par répondre à ta question, Pierre, ce qui me frappe d'abord aujourd'hui au Québec, parce que je suis à un poste d'observation très intéressant. Je suis dans un établissement d'enseignement collégial où j'enseigne la philosophie. Je me suis suffisamment intéressé aux luttes populaires et aux luttes pour l'indépendance au Québec. Vallière avait un intérêt marqué pour les penseurs africains et noirs, de façon générale. Il ne comparait pas seulement par la formule, il s'intéressait
concrètement à la pensée des penseurs africains et noirs qui voulaient sortir de l'oppression. Aujourd'hui, le milieu dans lequel je suis, personne ne s'intéresse véritablement à l'Afrique. Quand, autour de moi, je veux discuter avec les gens, comparer, je n'ai pas d'interlocuteur. Puisque l'illusion générale, c'est qu'au fond, si Miron, si Aquin, si Vallière se sont intéressés à Fanon, à Césaire, à Albert Memmi, c'est parce que il y avait un problème au Québec. Aujourd'hui, le problème ne se pose plus dans l'esprit de beaucoup de gens, autour de moi, en tout cas. C'est d'abord le premier ennemi à vaincre. L'inconscience par rapport au problème qui se pose. Mais je peux comprendre cette inconscience entre guillemets. Les gens vivent bien. Et moi que mes étudiants ont forcé à écouter régulièrement la radio et surtout la télé. Pendant longtemps, je n'ai pas eu de télé, mais je me suis dit, pour le métier que j'exerce, j'ai besoin de savoir ce qui se dit à la télé. Il y a un usage excessif du superlatif au Québec. Nous sommes toujours dans le meilleur des mondes possibles. Nous sommes toujours dans le meilleur des mondes possibles. Notre pays est le plus avancé dans tel domaine. Il est premier en ceci. Il est premier en cela. Au fond, ça peut avoir un effet d'encouragement. Ça peut avoir un effet qui permet d'aller de l'avant. Mais ça peut avoir un effet aussi de conformation au statu quo. Et j'ai peur que ce soit davantage cet aspect-là qui l'emporte lorsque j'entends à la télé ou à la radio que nous sommes dans le meilleur pays au monde, etc., etc. Donc, je pense que le premier ennemi, c'est cela. Et Pierre, nous en avons déjà suffisamment discuté de cette question-là. Je suis dans un établissement d'enseignement. Je regarde autour de moi. Je me demande vraiment s'il y a encore des nationalistes ou des indépendantistes au Québec. Parce que s'il y a un terrain sur lequel on devrait sentir qu'il y a un bouillonnement des idées de toutes sortes, nationales ou non, c'est dans les milieux scolaires et universitaires. Jacques Parizeau, de Regretter Mémoire, était un habitué des cégeps. Moi, je ne vois pas, excusez-moi, les gens d'Option Nationale dans mon cégep. On les voit quand il y a une élection. Voyez-vous. Ah, mais bravo, bravo, bravo. Faites bien, bravo. Ok, d'accord, d'accord. Merci. Alors, tu es allé 4 fois. En 2 ans, ça, oui. Quand on va 4 fois, mon cher Sol, c'est pour prendre date, ça. C'est au quotidien que le travail de conviction auprès des jeunes doit se faire. D'accord? C'est au quotidien que le travail de conviction auprès des jeunes doit se faire. Et honnêtement, je ne vois pas ça dans le milieu où je suis. Et je dis, si je ne le vois pas dans le milieu où je suis, je fais le pari qu'il n'est nulle part ailleurs. Parce que c'est dans le milieu où je suis là, qui est le milieu le plus perméable, le milieu où les idées sont censées être en alerte. Si c'est absent de ce milieu-là, moi j'ai hâte
de savoir dans quel autre milieu ça se trouve. Ici, oui, d'accord. Nous faisons un colloque une fois par an, c'est ça? Bon, ok. Alors, ce que moi je dis, c'est que le travail de conviction auprès des gens, c'est tous les jours que ça doit se faire. Si nous sommes, peu importe les raisons pour lesquelles nous sommes indépendantistes, parce qu'au fond, je précise ce que je veux dire. C'est à celui qui est indépendantiste de dire les raisons pour lesquelles il l'est. Ce n'est pas à celui qui ne l'est pas de dire à celui qui l'est qu'il n'a pas le droit de l'être. C'est chacun qui sent les choses comme il les sent. Est-ce que je me fais bien clair? Donc, c'est celui qui est indépendantiste, c'est lui qui a à justifier de sa position. C'est lui qui connaît les raisons pour lesquelles il veut être indépendant. Or, ces raisons-là, je ne les vois exposées qu'à l'occasion des élections. Ah, ça me convainc de l'idée que, au fond, nous sommes tous des conformistes. Et jamais aucune indépendance ne se fera dans le conformisme. Si on estime que toutes les conditions pour l'indépendance sont réalisées et qu'on n'a plus besoin du travail auprès des gens pour les convaincre, alors tant mieux, on n'a qu'à la faire demain. Mais j'aimerais citer Maxime Gorky et ce que Gorky dit est aussi vrai pour les indépendantistes africains que pour les indépendantistes de n'importe quel autre pays. Notre but, dit-il dans la mer, est encore loin de nous et les couronnes d'épines tout près au-dessus de nos têtes. Voilà. Merci énormément. C'était Joseph Jossou. Merci.